Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un petit garçon noir pauvre dit à une millionnaire paralysée, « Je te soigne avec tes restes », elle rit. Mais tout bascule ensuite. Dans un quartier délabré de West Baltimore, là où les trottoirs étaient fissurés comme des souvenirs brisés et les lampadaires vacillaient à la tombée de la nuit, vivait Elia Carter, un petit garçon noir de 9 ans, au regard aussi vif qu'une étincelle dans l'obscurité. On le reconnaissait de loin à ses cheveux crépus qui défiaient la gravité, à son t-shirt toujours trop grand, et surtout à la curiosité permanente qui illuminait ses yeux. Il n'avait ni jeux vidéo, ni internet, ni bibliothèque à proximité. Mais il avait l'esprit d'un inventeur et le cœur d'un philosophe. Il habitait une vieille maison en bois, croulante de l'extérieur mais pleine de chaleur humaine à l'intérieur. Cette maison, c'était celle de Miss Hattie, sa grand-mère, une ancienne infirmière respectée, aujourd'hui clouée à une chaise à bascule par l'arthrose et les années de labeur. Le toit de la maison fuyait à chaque pluie, obligeant Elia à poser des casseroles sous les gouttières qui pleuraient. Les murs étaient écaillés, les fenêtres grinçaient, mais la maison sentait toujours bon le savon noir, le pain de maïs, et la tisane à la menthe que Miss Hattie préparait chaque soir en fredonnant de vieux chants gospel. Malgré la pauvreté qui les cerclait, Elia n'était jamais triste. Il avait appris à trouver de la beauté dans l'abîmé, de la valeur dans ce que les autres jetaient. Tous les soirs, après l'école ou les jours où il ne pouvait pas y aller faute de chaussures correctes, il partait en expédition dans les rues, son sac plastique troué à la main. Il fouillait les bennes des quartiers plus riches, celles des coffee shops branchés ou des maisons closes et froides comme des vitrines. Il ramenait des restes de nourriture qu'il lavait soigneusement, des livres déchirés qu'il recollait page par page, des appareils cassés qu'il essayait de faire revivre à l'aide d'un vieux tournevis rouillé. Il collectionnait aussi les vis, les bouts de câbles, les ressorts, les batteries de téléphone abandonnées, un véritable trésor pour lui. Pour Elia, tout avait une seconde vie. Rien n'était vraiment perdu tant qu'il y avait quelqu'un pour croire en ce qu'il pouvait devenir. Miss Hattie, elle, l'observait depuis sa chaise, les mains nouées de rhumatisme mais le cœur gonflé de tendresse. Elle lui disait souvent en le voyant poser un circuit électrique à côté d'un morceau de pain sec. Les gens gaspillent ce qu'ils ne comprennent pas. Mais toi, mon garçon, tu peux transformer des miettes en miracles. Un jour, bien loin des trottoirs fissurés de West Baltimore, dans les hauteurs immaculées du quartier de Mount Washington, là où les grilles sont dorées, les haies taillées au millimètre, et les trottoirs balayés par des jardiniers en uniforme, vivait Madison Kingsley. Son nom seul faisait frémir les anciens du Nasdaq. Ancienne PDG et fondatrice de Casoft Dynamics, un géant du logiciel médical, elle avait bâti un empire avec un mélange de génie technologique et de froideur stratégique. Elle était le genre de femme que les journalistes appelaient « visionnaire » ou « impitoyable » selon le ton de l'article. Dans les couloirs de Wall Street, on disait qu'elle pouvait flairer une faille dans un marché comme un vautour détecte la mort. Mais ce pouvoir, elle ne le possédait plus. Une nuit d'hiver, 2 ans plus tôt, un virage trop rapide sur la route verglacée des Appalaches mit fin à sa toute-puissance physique. Le choc fut brutal. Et définitif. Sa colonne vertébrale brisée, elle perdit toute mobilité à partir de la taille. À partir de là, plus rien ne fut comme avant. Et pourtant, Madison Kingsley n'avait pas tout perdu. Elle avait gardé ses maisons, ses actions, son portefeuille d'investissement, mais son feu intérieur s'était éteint. Ce n'est pas la paralysie qui l'avait brisée, c'était ce qu'elle n'arrivait plus à contrôler, son image, sa trajectoire, le regard des autres. Son immense manoir trônait sur une colline comme une forteresse de solitude. Derrière les vitres teintées, elle regardait le monde comme un souvenir flou. Les pièces, toutes décorées dans un style moderne glacial marbre, acier, lignes nettes reflétaient exactement ce qu'elle était devenue, parfaitement intouchable, mais vide. Elle avait renvoyé ses amis dès les premières semaines après l'accident, incapables de supporter leur pitié mal dissimulée ou leurs encouragements hypocrites. Sa famille ? Elle n'en avait plus depuis longtemps. Une succession de querelles, de procès, d'héritages disputés avait transformé les liens de sang en lignes juridiques. Il ne lui restait que des employés discrets, bien payés pour sourire à heure fixe, des infirmières au regard vide, des chauffeurs qui attendaient silencieusement au volant, et des assistants qui répondaient «
oui, madame, à tout, sans jamais poser de questions. Elle passait ses journées dans son fauteuil de luxe, à observer le vide. Ni livre, ni musique, ni télévision. Seulement le ronronnement des caméras de sécurité, la lumière bleue de ses écrans, et parfois, le cliquetis distant d'un jardinier qui taillait un buisson déjà parfait. Le monde l'avait crainte. Aujourd'hui, il l'oubliait. Et dans ce silence pesant, Madison Kingsley se flétrissait, lentement, mais sûrement. Elle ne sortait que rarement, et jamais sans escorte. Et quand elle le faisait, c'était uniquement pour garder un semblant de pouvoir sur la réalité, pour montrer aux autres qu'elle était encore là, même si elle ne marchait plus. Mais personne n'osait lui dire que son fauteuil n'était plus un trône, mais une cage. Un matin d'automne, sous un ciel d'un gris hésitant, Madison Kingsley accepta, presque à contre-cœur, de faire une de ses rares sorties. Elle avait demandé à son assistant de la conduire au Greenridge Park, un espace élégant réservé aux résidents les plus fortunés de Baltimore. L'endroit, bien que somptueux, lui paraissait toujours trop vivant, trop coloré. Mais ce jour-là, à cause d'un vent frais et de feuilles mortes qui dansaient sur les chemins de gravier blanc, le parc était vide comme un décor abandonné. Son fauteuil électrique dernier cri, équipé de GPS, de capteurs intelligents, de fonctions de sécurité dignes d'un véhicule militaire, roulait en silence sur l'allée principale. À ses côtés, son assistant avait reçu l'ordre de rester à distance. Madison aimait avoir au moins l'illusion de la solitude. Mais à peine eut-elle atteint une zone près du vieux terrain vague, un coin que même les riches évitaient, que le fauteuil s'immobilisa brusquement. Un cliquetis étrange, suivi d'un gémissement mécanique. L'écran de contrôle s'assombrit. Court-circuit. Panne générale. Madison appuya plusieurs fois sur le panneau tactile. Rien. Elle tenta de faire demi-tour manuellement. Impossible. Le fauteuil pesait trop lourd, même pour ses bras affaiblis. Elle resta figée. Autour d'elle, rien que le silence et le bruissement des feuilles mortes. Le parc était désert. Aucun jogger, aucun promeneur de chiens, pas même un écureuil curieux. Son assistant, resté en retrait à l'entrée, n'avait pas remarqué sa disparition. Elle ouvrit la bouche pour appeler. Hey! Sa voix se perdit dans le vent. C'est à ce moment précis que quelqu'un l'observa, depuis les buissons bordant le café chic adjacent au parc. Elia, agenouillée derrière les poubelles, était en train d'extraire avec soin un vieux grille-pain à moitié cassé. Il allait partir quand il aperçut cette grande femme immobile dans un fauteuil figé, près des hautes grilles de fer forgé. Il s'approcha à pas feutrés, inquiet mais intrigué. Il connaissait ce quartier, on y appelait la police pour moins que ça. Pourtant, il sentait qu'il devait aller vers elle. « Madame, vous êtes coincée ?» Sa voix, douce mais rassurée, perça le silence comme une corde tendue entre deux mondes. Madison releva lentement les yeux, agacée, puis surprise. Un petit garçon noir, maigre, couvert de poussière, les vêtements trop grands pour lui, les chaussures dépareillées. Il tenait à la main un sac plastique déformé par toutes sortes d'objets incongrus. Il semblait sortir d'un autre univers. Elle le toisa d'un regard sec, presque mécanique. « Tu ne peux rien pour moi, petit. » Il aurait pu partir. Il aurait pu avoir peur. Mais il resta là, solide, ancré, comme si sa présence était une réponse à un appel silencieux. Sans dire un mot, Elia s'agenouilla près du fauteuil. Il toucha le panneau électrique, observa les câbles comme un chirurgien examine un cœur en arrêt. Ses doigts, tachés de rouille et de poussière, caressaient les connexions avec une étrange tendresse. Puis, méthodiquement, il ouvrit son sac. Il en sortit. Un vieux câble de chargeur de téléphone à moitié fondu. 2 morceaux de métal tordus. Une petite batterie de scooter rouillée mais encore chaude au toucher. Et un tournevis dont le manche avait été recollé au fil de fer. Il murmura, sans lever les yeux. « Je peux essayer. Je soigne avec ce que les autres jettent. » Madison éclata de rire. Un rire sec, hautain, presque nerveux. « Tu veux réparer un fauteuil à 35 000 $, avec des déchets ?» Mais Elia ne répondit pas. Il était déjà absorbé. Ses sourcils froncés, ses gestes rapides et précis donnaient l'impression qu'il avait fait ça toute sa vie. Ses doigts dansaient. Il connectait, découpait,
ressoudait avec un fil chauffé à la flamme d'un briquet usé. Il posait ses outils sur ses genoux, les reprenait comme un pianiste change d'accord. Madison l'observait, stupéfaite malgré elle. L'enfant n'était pas pressé. Il n'était pas insolent. Il était simplement confiant, comme s'il croyait vraiment que ce qu'il avait entre les mains, les miettes du monde, valait quelque chose. Pendant une longue minute, aucun mot ne fut échangé. En moins de 10 minutes, 10 longues minutes remplies de gestes précis, de silence suspendu et de concentration brûlante, un léger déclic retentit. Presque imperceptible. Comme le son d'un cadenas qui s'ouvre. Puis, un battement sourd, une vibration discrète sous les roues. Le fauteuil vibra doucement, hésita, puis se mit lentement en mouvement, comme s'il revenait à la vie après une longue léthargie. Madison, qui s'attendait à une fumée de court-circuit ou un autre échec humiliant, sentit son souffle se figer. Elle regarda l'écran de contrôle, un témoin lumineux clignotait faiblement, mais il clignotait. Elle appuya sur le joystick. Le fauteuil obéit. Il fonctionnait. Pendant une seconde, le monde s'arrêta. Ni le vent, ni les feuilles, ni le temps n'osaient bouger. Elle se tourna lentement vers Elia, toujours accroupie à côté d'elle, les mains pleines de graisse et les yeux pétillants d'un calme désarmant. Il n'attendait ni applaudissements, ni remerciements. Il observait simplement son œuvre comme un artiste qui sait qu'il a réparé quelque chose de plus profond qu'un mécanisme. Madison ouvrit la bouche, mais les mots étaient comme des pierres au fond de sa gorge. Finalement, elle balbutia, les yeux écarquillés. Tu as fait ça avec des restes? Elia haussa les épaules, comme si ce qu'il venait de faire n'était pas extraordinaire, mais simplement nécessaire. Puis il dit, avec un sourire franc, un sourire qui éclaira tout autour de lui. C'est ce que les gens riches laissent derrière eux. Mais pour nous, c'est tout ce qu'on a. Alors, on apprend à s'en servir. Madison ne rit pas cette fois. Son rire sec et cynique, qui d'ordinaire recouvrait toute émotion réelle, mourut dans un silence lourd. Elle baissa les yeux. Elle vit ses mains parfaitement manucurées, posées sur les accoudoirs de son fauteuil en fibre de carbone, et sentit soudain, un froid étrange. Un vide. Une fragilité qu'elle ne s'était jamais autorisée à ressentir. Un enfant venait de lui rappeler ce qu'elle avait oublié, l'essentiel. Elle avait passé sa vie à concevoir des technologies, à automatiser la médecine, à générer du profit. Elle avait bâti des intelligences artificielles pour prédire les maladies, et voilà qu'un petit garçon, avec des morceaux de rebut, venait de lui offrir le plus humain des gestes, l'aide gratuite, sans contrat, sans stratégie, sans gain. Elle sentit un frisson remonter le long de sa colonne, une ironie cruelle, pour quelqu'un qui ne la sentait plus. Et quelque chose bougea en elle. Lentement. Comme une vieille porte qui grince. Ce n'était pas de la pitié. Ce n'était pas de la gratitude. C'était une sensation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. Une admiration pure, brute, presque douloureuse, et de la honte. De la honte d'avoir cru que seuls ceux qui possédaient méritaient. De la honte d'avoir ri. De la honte d'avoir oublié la dignité des invisibles. Le lendemain matin, Madison Kingsley fit ce qu'elle n'avait jamais fait en 20 ans de vie dans les hauteurs dorées de Baltimore. Elle demanda à son assistant personnel de l'emmener, en bas, dans les quartiers que les siens n'évoquaient que du bout des lèvres, ceux dont on parlait comme on parle d'un monde étranger, avec mépris, ou avec peur. Ouest Baltimore. À mesure que la voiture descendait les avenues, que les immeubles devenaient plus vieux, les vitres plus sales, les trottoirs plus étroits, un silence inhabituel s'installa dans l'habitacle. Madison ne parlait pas. Elle regardait. Elle observait les murs tagués, les enfants sans casque sur des vélos rouillés, les mères fatiguées aux arrêts de bus. Ce n'était pas le chaos qu'elle voyait. C'était la vie nue. Et elle se demanda pourquoi elle ne l'avait jamais vue ainsi auparavant. Arrivée dans une petite rue aux maisons mitées, l'assistant s'arrêta. Il était visiblement mal à l'aise. « Êtes-vous sûre, Madame Kingsley? Vous ne voulez pas que je vienne avec vous? » Elle secoua doucement la tête. « Non. Je dois y aller seule. » La maison de Miss Hattie était la seule du pâté de maisons à avoir encore des pots de fleurs vivants sur le rebord des fenêtres, bien que fendillés. La peinture s'écaillait, le porche grinçait, mais il y avait une odeur de lessive, de pain chaud, de courage.
Madison frappa. Après quelques secondes, c'est Elia lui-même qui ouvrit. Il portait un sweat trop grand, les manches retroussées. Il tenait un tournevis dans une main, et une vieille radio démontée dans l'autre. Il leva les yeux. Son regard resta un instant figé. Il ne s'attendait pas à la revoir. Encore moins ici. Mais il ne dit rien. Il recula, pour la laisser entrer. Madison roula lentement jusqu'au salon. Miss Hattie l'observait avec un regard à la fois doux et perçant, comme si elle lisait son cœur en silence. Elia reposa ses outils, s'essuya les mains sur son pantalon, puis se planta devant elle, curieux, mais sans arrogance. Elle le regarda longuement, puis déclara, sans emphase, sans mise en scène. « Tu m'as réparé plus que mon fauteuil. » Un silence. « Tu m'as rappelé ce que j'avais oublié, l'essentiel. » Elia haussa légèrement les sourcils, sans vraiment comprendre. Mais Miss Hattie, elle, comprit. Elle sourit en coin, comme si elle avait toujours su qu'un jour, le monde viendrait frapper à sa porte. Quelques semaines plus tard, une annonce parut dans les grands journaux, les chaînes locales, les réseaux sociaux. Parce que le talent n'appartient à aucune classe sociale. Parce que les génies dorment parfois sous des toits qui fuient. Madison Kingsley, jusque-là invisible du monde depuis son accident, faisait son retour, mais pas dans la tech. Elle lançait une fondation inédite. Une initiative visant à identifier, soutenir et former des enfants inventifs issus de milieux défavorisés, ingénierie, électronique, robotique, éco-conception. On proposait des stages, des mentors, des laboratoires mobiles dans les écoles oubliées. Les premières bourses furent offertes à des jeunes de Baltimore, Détroit, Newark, Atlanta. Le premier nom inscrit sur le site de la fondation était celui d'un petit garçon. Elia Carter, ingéniosité. Dignité. Courage. Il fut invité sur plusieurs plateaux télé. Mais lui refusait les caméras, préférant travailler sur ses projets dans le garage qu'il avait transformé en atelier. Quand on lui demandait ce qu'il pensait de tout ça, il répondait simplement. « J'ai juste fait ce que je pouvais, avec ce qu'on m'a laissé. » Mais dans les écoles, les quartiers, les foyers, on ne regardait plus les restes comme avant. 3 ans plus tard. Une douce brise balayait les pelouses parfaitement entretenues de la Maison Blanche. C'était un jour d'été solennel, baigné d'un ciel clair et d'une lumière dorée qui rendait les drapeaux plus vifs, les regards plus brillants. Dans les jardins sud, sous une grande tente blanche dressée pour l'occasion, les plus grands noms de la technologie, de l'éducation et de la politique étaient réunis pour la cérémonie des jeunes innovateurs de l'année. Des dizaines de caméras filmaient, des journalistes prenaient note, des conseillers chuchotaient à l'oreille de sénateurs. Au centre de l'attention ce jour-là, Elia Carter, 16 ans, se tenait debout sur l'estrade, un peu raide dans un costume trop grand pour lui, visiblement emprunté pour l'occasion. La cravate pendait un peu de travers, mais personne ne regardait cela. Car son regard, lui, n'avait pas changé. Il portait la même lumière vive, la même détermination silencieuse, la même capacité à fixer l'horizon sans peur. Son nom avait résonné dans tout le pays ces dernières années. Il avait conçu un purificateur d'eau à bas coût fabriqué à partir de matériaux recyclés. Il avait aidé à moderniser les équipements électriques d'une école locale entièrement grâce à des objets trouvés dans les décharges. Il avait même été invité par des ingénieurs de la NASA à collaborer sur un prototype d'outil de réparation d'urgence pour astronautes, conçu à partir de déchets électroniques. Mais ce jour-là, il ne parlait pas de ses inventions. Juste devant la scène, en première ligne, se tenait Madison Kingsley, assise dans son fauteuil, élégante, digne. Ses cheveux blancs coupés courts lui donnaient un air de sérénité. Elle ne dirigeait plus d'empire, mais elle était devenue une figure morale incontournable dans les cercles de la philanthropie éducative. The Elia Project était désormais présent dans 28 villes américaines, et plus de 5000 jeunes en bénéficiaient chaque année. Quand vint son tour de parler, elle s'approcha lentement du pupitre, le silence se fit. Sa voix était posée, claire, sans fioritures. Il y a 3 ans, j'ai rencontré un petit garçon couvert de poussière qui m'a tendu la main sans rien demander. Il ne savait pas qui j'étais, ni ce que je possédais. Il n'a pas vu une femme paralysée. Il a vu une machine cassée. Et il a décidé de la réparer. Elle se tourna vers Elia, les yeux brillants.
Ce garçon m'a donné ce que mon argent n'a jamais pu m'offrir, un sens à ma vie. Des applaudissements émus éclatèrent dans la tente. Mais Elia ne souriait pas. Il se contenta de baisser doucement la tête, humble. Puis, ce fut à son tour. Il s'approcha du micro, tira légèrement sur les manches de sa veste trop large, et inspira profondément. Sa voix, calme mais assurée, porta sans effort. Quand j'étais petit, on me disait que je vivais dans un quartier oublié. Que je n'avais rien. Mais ce n'est pas vrai. J'avais des mains. J'avais un esprit. Et j'avais une grand-mère qui m'a appris ceci. Les miettes des autres, ce sont les graines de ton futur. Il marqua une pause. On m'a appris à faire avec les miettes. Mais maintenant, je veux apprendre à construire des festins. Pour tous ceux qui, comme moi, n'avaient que les restes. Je veux qu'aucun enfant ne se sente inutile. Je veux qu'aucune invention ne reste enterrée dans les rues sales de nos villes. Et dans un silence bouleversant, il conclut. L'avenir n'appartient pas à ceux qui possèdent déjà tout. Il appartient à ceux qui osent créer quelque chose, avec presque rien. La foule se leva. Des larmes, des mains jointes, des regards bouleversés. Et parmi eux, Madison, qui regardait ce jeune garçon, son sauveur, son professeur, et désormais, le guide de toute une génération.